Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Criminologie. Collection Criminologie, dirigée par Robert Cariou. La criminologie apparaît comme un champ pluri- et transdisciplinaire de connaissances, d'investigation, d'expertise et de traitement qui peine à être reconnu en France. Principalement mise en œuvre dans le domaine de la prévention, elle occupe également, au cas d'échec, une place prépondérante dans le procès pénal. Plus largement encore, la criminologie contribue à la restauration psychologique et sociale des protagonistes, dans l'endroit comme dans l'envers du crime. Dans de nombreux pays, la discipline fait l'objet d'enseignements, de recherches et d'applications à la mesure de la complexité du phénomène criminel qui la nourrit. Dans d'autres encore, la profession de criminologue s'inscrit en totale harmonie avec les métiers de la justice, de la médecine, de la psychologie et du social. La présente collection ambitionne de rassembler des ouvrages scientifiques et des travaux de terrain, appuyés tant sur les théories dominantes que sur les bonnes pratiques en agressologie ou victimologie, à l'intention de publics variés, étudiants, enseignants, chercheurs, magistrats, praticiens de toutes disciplines confrontés aux problématiques délinquantes, citoyens épris de justice. Ouvrage paru. Page V. Tournier dire, la Babel criminologie. S. Abdellaoui, dire, les jeunes et la loi. Page V. Tournier, dictionnaire de démographie pénale. Page V. Tournier dire, dialectique carcérale. Page V. Tournier dire, enfermement. S. Abdellaoui, dire, l'expertise psycholégale. Série Champ pénitentiaire, dirigée par Paul Mebanzoulou. La série Champ pénitentiaire contribue à la diffusion des connaissances élaborées, à partir de l'analyse du champ pénitentiaire dans sa diversité et sa complexité. Les ouvrages individuels ou collectifs proposés par des chercheurs ou des praticiens ont en commun d'affiner la compréhension des dynamiques institutionnelles, des processus de construction des pratiques professionnelles, des politiques de prise en charge des personnes placées sous main de justice et des mécanismes de la privation ou de restriction de liberté. Ouvrage paru. G. de Koninck, G. Lemire, être directeur de prison. P. Mebanzoulou, M. Herzog Evans, S. Courtine dire, insertion et désistance des personnes placées sous main de justice. Savoir et pratique. P. Mebanzoulou, F. Dieu dire, administration pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement. Ont participé à cet ouvrage. Éric Péchillon, maître de conférences de droit public, Université de Rennes 1. Jean-Louis Senon, professeur de psychiatrie, Université de Poitiers. Olivier Sagnier, praticien hospitalier, responsable de l'UXA du CP de Liancourt. Aline Chassagne, ingénieur d'études et de recherche, CHU de Besançon. Régis Aubry, professeur de médecine, chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon. Renaud Bouvet, praticien hospitalier universitaire, CHU de Rennes. Alexandre Litzler, doctorant, Université de Paris-Ouest. Marlène Abondo, praticien hospitalier, psychiatre, CRIAVS, CHU Pontchaillou de Rennes. Régis Bédry, responsable du pôle médical de l'UHSI de Bordeaux. Michel Fix, médecin-chef de l'UXA de Fleury-Mérogis. Aude Leroy, doctorante École normale supérieure de Cachan, boursière de l'ENAP. Xavier Lamère, magistrat. Philippe Potier, directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Olivier Razac, enseignant-chercheur CIRAP-ENAP. Avant-propos. Depuis juin 2010, l'École nationale d'administration pénitentiaire, ENAP, organise tous les 2 ans, en partenariat avec d'autres équipes de recherche, des journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire réunissant des chercheurs et des professionnels sur une thématique en lien avec l'actualité pénitentiaire et ou législative, les préoccupations des acteurs de terrain ou les recherches menées à l'ENAP par le Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire, CIRAP. Répondant ainsi aux besoins d'échange et de partage de connaissances, ces journées incitent les chercheurs d'horizons disciplinaires et géographiques différents à confronter avec les acteurs de terrain leurs regards et analyses sur des sujets d'intérêt commun, au bénéfice de nos élèves et des personnels pénitentiaires. Comme tous les colloques organisés à l'ENAP, ces journées constituent en effet des actions pédagogiques en direction de nos élèves.
Elle contribue à la mise en place d'outils permanents de réflexion, pour l'administration pénitentiaire en général et pour l'ENAP en particulier, permettant de nourrir la formation des personnels et la mise en place de nouveaux projets. Le thème Santé et justice de ces deuxièmes journées internationales est particulièrement pertinent, tant l'apparente antinomie de ces deux domaines et leur complexité nécessite des analyses et échanges sans cesse renouvelés, à l'aune des pratiques, des connaissances et des orientations politiques et législatives. Plusieurs thèmes ont pu être traités durant ces 2 journées de colloques comme le parcours de soins et la coopération des acteurs, le handicap en milieu carcéral, le secret partagé, la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles, l'offre de soins en prison, les droits du patient détenu, la santé mentale en milieu carcéral, les contraintes de sécurité et les possibilités de soins pour les patients soignés en UHSI. Sans surprise, la question du secret médical est restée au centre des échanges. Si pour les personnels pénitentiaires, cette problématique n'épuise pas le champ de la collaboration pluridisciplinaire, en imaginant un espace de partage possible sur les questions en lien avec la sécurité des personnes, le corps médical souligne quant à lui l'absence de dispositions légales visant à mettre en place un secret partagé dans la relation soignant-administration pénitentiaire. Par l'organisation de ces 2e journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire et la publication de ces actes, l'ENAP entend contribuer au nécessaire rapprochement et dialogue entre les professionnels de santé intervenant dans le cadre judiciaire et les professionnels pénitentiaires. Philippe Potier, directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Introduction par Paul Mbanzulu. La thématique de ces journées fait depuis de nombreuses années l'objet de multiples travaux dans le champ des sciences humaines et sociales, tant sur le registre des soins somatiques que psychiatriques, et donne lieu très régulièrement à des manifestations scientifiques et institutionnelles. Sur le plan de la recherche, ce sujet santé et justice s'analyse globalement autour de 3 types de questionnements. Tout d'abord, une interrogation fondamentale sur les modalités d'articulation et de disjonction des registres de la peine et du soin. Ensuite, une analyse des pratiques et des collaborations professionnelles des personnels soignants et pénitentiaires dans le contexte de la prise en charge sanitaire des personnes détenues. Enfin, une mise en perspective des rapports que les personnes détenues entretiennent au corps, à la santé et à l'offre de soins. Le bilan de la réforme des soins en milieu pénitentiaire, consacré par la loi n° 94/43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est désormais dressé. De même, l'état des lieux des besoins de santé et l'analyse des particularités de l'exercice médical en prison sont des thèmes largement éprouvés. Ceci posé, plusieurs pistes de réflexion pourraient être parcourues et renouvelées, tant en raison de l'actualité que du manque relatif de travaux sur certains aspects et enjeux. Premièrement, une réflexion fondamentale sur la question de plus en plus vive du soin contraint dans la mesure où, si ce dernier va a priori à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la loi de 1994 organisant offre de soins en prison, les évolutions institutionnelles récentes tendent à le mettre particulièrement en valeur et de fait, à réorganiser tout ou partie du dispositif. Obligation de soins, injonction de soins, incitation aux soins, mesures de sûreté, hospitalisation sans consentement, pénalisation des malades mentaux. Deuxièmement, certaines modifications récentes de l'offre de soins en milieu pénitentiaire, avec notamment l'ouverture des unités hospitalières sécurisées interrégionales, UHSI, et des unités hospitalières spécialement aménagées, UHSA, posent un certain nombre de questions relatives à l'entrée, matérielle mais aussi symbolique, de la prison dans l'hôpital, aux collaborations entre les personnels de santé et les personnels pénitentiaires, et les nouveaux types de missions que ces différents professionnels sont amenés à exercer, aux conditions d'application de la suspension de peine pour raison médicale, instituée par la loi du 4 mars 2002, aux changements que l'ouverture des UHSA pourrait induire sur le fonctionnement des services médico-psychologiques régionaux, SMPR, des services de psychiatrie générale intervenant en prison, des unités pour malades difficiles, aux types de soins psychiatriques mis en œuvre au sein des UHSA et leur pertinence globale comme réponse à inflation des pathologies psychiatriques en détention. Troisièmement, une autre piste, finalement trop peu traitée dans les travaux scientifiques,
est celle des parcours de soins des détenus, analysés plus précisément sous l'angle de leur rapport au corps, à la santé et à l'offre de soins en milieu pénitentiaire. L'intitulé retenu pour ces journées, Santé et justice, reste volontairement vague. Même s'il renvoie déjà à un thème spécifique, il laisse subsister des questions qui nous ont préoccupés dans la préparation de ces journées. Fallait-il axer ces journées sur la nébuleuse des soins dans le contexte de la carcéralité, santé-prison, dans celui de l'exécution des peines, santé-exécution des peines, dans le contexte judiciaire élargi, santé-justice? Ou encore, fallait-il questionner le soin dans ses rapports à l'enfermement, à la peine, à son exécution? Devions-nous choisir entre soins somatiques et soins psychiatriques? Si dans les deux cas il est bien question de santé, et si une part des problématiques est commune aux deux, la collaboration entre professionnels aux missions et cultures distinctes, l'articulation entre peine et soins, les débats sur le secret professionnel, etc., d'autres problématiques peuvent être avérées plus spécifiques, suspension de peine pour raison médicale, vieillissement de la population carcérale, éducation à la santé, augmentation des pathologies psychiatriques en détention, clinique sous contrainte, évaluation et traitement de la dangerosité, logique psychothérapeutique versus logique criminologique de prévention de la récidive. Pour y répondre, les contributions réunies dans cet ouvrage sont placées dans 3 axes transversaux. Le premier axe, droits et conditions des patients détenus, interroge le type de sujet sous-tendu par la collusion des catégories de patients et de détenus. Le modèle de la loi de 1994 est la séparation claire et définitive des missions dévolues au service de l'exécution des peines et au service de soins. S'il est indiscutable que la qualité des soins s'est considérablement améliorée, cette séparation n'aura peut-être fait que déplacer les points de croisement entre les deux logiques, redessinant les contours d'une figure ambiguë et paradoxale, celle d'un sujet à la croisée du pénal et du médical, sujet à punir et sujet à soigner. C'est ainsi que la contribution d'Éric Péchillon, en s'appuyant sur les dernières évolutions apportées par la loi pénitentiaire, tente de restituer le processus de la lente reconnaissance d'un statut administratif du détenu à travers l'entrée progressive des questions de santé dans la législation pénitentiaire. La figure ambiguë et paradoxale soulignée ci-dessus s'extériorise nettement dans la pratique des aménagements de peine. En analysant l'économie morale des évaluations de personnalité dans les décisions d'aménagement des peines, Aude Leroy pointe ici l'épineuse question de la dangerosité et du risque de récidive, et les tensions observables entre 2 types d'injonctions. Une vision sécuritaire déterministe des hommes et une injonction exigeant du détenu qu'il s'extrait lui-même de ces déterminismes. La problématique des vulnérabilités en détention complète l'analyse de ces tensions entre droit aux soins, conditions de handicap et perte d'autonomie dans un environnement caractérisé par l'enfermement. Quant à la contribution d'Olivier Sagné, elle questionne ici les compensations des situations de handicap en milieu carcéral en proposant une méthodologie pertinente, et les domaines à explorer dans la mise en place des solutions de compensation. Le deuxième axe, contrat de soins et contrainte aux soins, est susceptible de réunir le somatique et le psychiatrique. Il réunit des contributions qui abordent de différentes manières la tension constitutive du soin comme de la peine, entre contrat de soins et contrainte aux soins. Contrat, qui est bel et bien le modèle idéalisé de la loi du 18 janvier 1994 organisant les soins en prison, l'offre de soins y étant calquée, non sans torsion et paradoxe, sur le modèle de la médecine en milieu libre. Contrainte, qui se décline bien sûr dans les dispositifs de soins obligés, en milieu ouvert et également, depuis la création des UHSA et des centres socio-médico-judiciaires de rétention de sûreté, en milieu fermé, mais aussi dans les dispositifs de soins a priori libres lorsqu'on s'interroge sur l'incitation aux soins, le travail sur la demande, et l'engagement dans le soin pour faciliter un futur aménagement de peine. La contribution de Xavier Lamère est au cœur de ces différentes questions. Elle analyse la nébuleuse des soins pénalement ordonnés, au regard des contraintes éthiques nécessaires à la pratique judiciaire. D'autant que les professionnels engagés dans la mise en place des soins pénalement ordonnés sont sans cesse confrontés à 2 logiques en tension consécutives à la coexistence des préoccupations sécuritaires, tournées vers la défense de la société, et humanistes, tournées vers la compréhension des personnes. Cette intrication entre peine et soins
est finement analysée dans la contribution d'Olivier Razac centrée sur le milieu ouvert. En pointant l'influence croissante d'une rationalité sanitaire dans la peine, due à l'autonomisation de la médecine pénitentiaire, loi de 1994, et à l'augmentation quantitative et qualitative des différentes formes de soins pénalement contraints, l'auteur montre comment la rationalité sanitaire, de soulagement d'une souffrance, et la rationalité pénale, de contrainte afflictive, entrent frontalement en conflit dans l'application des peines en milieu ouvert. En faisant un état des lieux de la santé mentale en milieu carcéral, la contribution de Jean-Louis Senon explore le champ des tensions et des crispations entre santé et justice. Sa contribution éclaire en effet un nouvel aspect du problème, la question du soin psychiatrique en détention favorisée par la forte prévalence de troubles mentaux dans les prisons. Se pose alors la question de savoir jusqu'où aller, ou ne pas aller, dans les soins apportés par l'hôpital psychiatrique à la population pénale, d'autant que les missions des équipes psychiatriques se sont considérablement élargies depuis 1994 et que de nombreux intervenants font actuellement part de leur découragement. La présentation de l'offre de soins faite par Michel Fix complète bien les analyses de Jean Senon. Cette contribution prolonge le débat en pointant les questions de violence carcérale, de secret médical et du consentement libre et éclairé du patient détenu. Entre contrat de soins et contrainte aux soins, la contribution de Michel Fix place l'intérêt du patient et son consentement au cœur de la collaboration privilégiée des services médicaux et l'administration pénitentiaire. Le troisième axe aborde enfin les problématiques du traitement et des acteurs de soins. Cet axe s'ouvre avec la contribution de Renaud Bouvet portant sur le parcours de soins et la coopération des acteurs. Au-delà du rappel historique des évolutions intervenues dans l'optimisation de la prise en charge des assurés sociaux, cette contribution cible davantage les trois enjeux actuels de la coopération santé-justice-administration pénitentiaire: l'organisation de l'offre de soins, l'information et la prise en charge psychiatrique des détenus. C'est Alexandre Litzer qui aborde la très sensible question du secret partagé et du partage opérationnel d'informations. Cette contribution riche en données juridiques constate d'emblée l'absence de dispositions légales visant à mettre en place un secret partagé dans la relation soignant-administration pénitentiaire. De nombreuses tensions constatées autour du partage de l'information ne pourraient dès lors s'apaiser que dans l'informel et par une meilleure connaissance des contraintes de chaque profession. Le domaine de la prise en charge psychiatrique des détenus et celui des auteurs d'agressions sexuelles sont sans aucun doute ceux qui cristallisent le plus les tensions ressenties, dans la mesure où s'y ajoute la problématique de la dangerosité et celle des risques de récidive. Pour ne parler que des auteurs d'agressions sexuelles, on pourrait se demander, comme le fait dans cet axe Marlène Abondeau, si l'auteur d'agression sexuelle relève-t-il d'un traitement, de soins, et qui doit s'en occuper ? En déconstruisant la complexité des termes pris en charge des auteurs d'agressions sexuelles, la contribution de Marlène Abondeau aborde aussi bien la question des méthodes d'évaluation que celle des stratégies d'intervention autour du traitement. Ce troisième axe se clôt sur deux interventions abordant chacune des problématiques spécifiques et complémentaires. Tout d'abord, la question des soins palliatifs en prison développée par Aline Chassagne questionne les enjeux médicaux, juridiques et éthiques des situations de personnes relevant de soins palliatifs en prison. Conçue pour accueillir prioritairement des individus valides, la prison s'accommode difficilement de la situation de personnes détenues relevant de soins palliatifs. Comme le montre cette contribution, un système d'interaction complexe se met en place dans lequel chaque professionnel ajuste ses missions habituelles à un questionnement plus global relatif aux droits de la personne. Ensuite, la question des contraintes sécuritaires et les possibilités de soins pour les patients soignés en UHSI traitées dans la contribution de Régis Bédry illustre bien les points de tension entre l'hôpital et la prison qui forment des mondes relativement autonomes, régissent chacun par des contraintes organisationnelles et des missions propres. Droits et conditions des patients détenus. 1. Les droits du patient détenu. La recherche d'un juste équilibre par Éric Péchillon. Ce colloque Santé et Justice offre l'occasion de s'interroger sur la place et la fonction du droit en détention au travers d'un prisme particulier, celui de la santé de la population pénale incarcérée.
Lorsque les organisateurs de ces journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire m'ont proposé d'intervenir devant vous pour présenter les droits du patient détenu, je me suis immédiatement demandé comment traiter un sujet aussi vaste et complexe sans prendre le risque de l'exposé catalogue qui non seulement serait fastidieux, mais nécessairement incomplet. Il m'a semblé important de présenter la pluralité et la complémentarité des normes existantes, en prenant comme point d'appui la seconde loi pénitentiaire. J'ai alors décidé d'aborder la question, en me plaçant du point de vue du rédacteur de la norme juridique. Pourquoi et comment rédiger un ensemble normatif ? Il ne s'agit pas de se substituer au législateur ou au garde des sceaux, mais d'examiner la manière dont les différents textes ayant trait à la santé en détention ont été conçus. Ce travail oblige à s'éloigner de l'approche traditionnelle adoptée par le juriste qui trop souvent n'aborde les questions qu'à partir de la jurisprudence, c'est-à-dire sous un angle trop contentieux. Pour ce faire, il convient d'adopter certains canons de la légistique, http://www.legifrance.gouv.fr/droit-français/guide-de-légistique L'édiction d'une norme unilatérale doit avant tout avoir pour objet de résoudre un problème clairement identifié, en vue d'atteindre un résultat précisément défini pour lequel des solutions non normatives apparaissent manifestement inappropriées. Une connaissance précise de l'état du droit en la matière constitue évidemment un élément indispensable de l'identification du problème comme du choix de la solution. Le concepteur d'un texte dispose, à cet égard, de nombreux outils. Toutefois, au-delà de la connaissance et de l'analyse du droit existant, une réflexion doit être menée sur l'utilité de la réglementation, l'insuffisance de cette réflexion figurant parmi les causes de l'excès ou ce qui revient au même de la modification incessante des normes. Ainsi, toute idée d'action publique dont la mise en œuvre peut conduire à l'édiction d'une norme doit faire l'objet d'une étude, même sommaire, destinée à présenter les problèmes à résoudre, la solution recherchée et les avantages et inconvénients respectifs des différentes options qui sont envisageables pour la mettre en œuvre. L'entrée progressive des questions de santé dans la législation pénitentiaire. La lente reconnaissance d'un statut administratif pour le détenu. Depuis les années 1990, le service public pénitentiaire connaît une mutation profonde. À l'image de l'ensemble du droit français traditionnel reposant sur une conception dirigiste de l'intérêt général et des libertés publiques, l'ensemble des normes organisant la période de détention a dû évoluer. En prison, l'une des causes de cette transformation vient du fait que l'institution est brutalement passée d'une zone de sous-droit, importance des mesures d'ordre intérieur, responsabilité pour faute lourde, prise en charge de la population par un seul ministère, non-reconnaissance de droits fondamentaux aux détenus, à un lieu de surexposition juridique. Il est important de noter que les lieux d'incarcération font désormais l'objet d'une attention que peu d'autres services publics connaissent. D'un lieu refermé sur lui-même, le service public pénitentiaire est en 20 ans devenu l'un des services de l'État les plus contrôlés et surveillés. Est régulièrement pointé du doigt une multitude de faits et de situations, qui souvent entraînent des réclamations voire des demandes de dédommagement. Chacun, personnel pénitentiaire, soignant, magistrat, détenu, famille, victime, semble chercher sa place et use d'arguments juridiques pour se faire entendre. Il a, par conséquent, fallu faire évoluer le cadre et les modalités de la prise en charge de la population pénale, et dans le même temps, organiser les relations avec de multiples partenaires. C'est donc à un long travail d'écriture, de qualification juridique des différentes situations puis de hiérarchisation des moyens d'action qu'ont dû se livrer les différents gouvernements successifs. Comme trop souvent, faute de temps, d'argent et d'audace politique, la réforme globale du service public pénitentiaire n'a jamais pu ou voulu être réalisée. Basculant sans cesse, souvent au gré de faits divers médiatisés, évasion, violence, suicide, récidive, entre deux approches antinomiques, les textes aboutissent à des compromis instables. Le temps juridique et administratif n'étant pas le temps politique et médiatique, trop de réformes ne vont pas à leur terme et sont modifiées dans l'urgence avant d'avoir produit leurs effets. La première loi pénitentiaire numéro 87 à 432 du 22 juin 1987, en affirmant l'existence du service public pénitentiaire,
voulait inscrire l'institution parmi les grands services de l'État et lui permettre de bénéficier de l'ensemble des moyens offerts par le droit administratif. Cela impliquait des interrogations autour des missions de la puissance publique, de l'externalisation, du statut du détenu et des fonctions de chacun des acteurs. Malheureusement, le texte n'avait pas été suffisamment bien rédigé pour éviter certains conflits de normes. L'un des plus significatifs a sans doute été l'application en détention de l'intégralité de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'entrée en vigueur de ce texte a non seulement causé beaucoup d'incompréhension chez les différentes catégories d'agents participant à la prise en charge sanitaire de la population pénale, mais a surtout été l'occasion de s'interroger sur la possibilité, voire la nécessité, de créer un véritable droit de l'exécution des peines afin d'améliorer l'efficacité de la période de privation de liberté. La loi de 1987 portait en germe ce type d'interrogation, mais sans avoir pris soin de les formaliser. Rédigée au moment où l'État envisageait la possibilité d'externaliser une partie de ses activités liées à la détention, au besoin en faisant appel au privé, cette loi a été à l'origine de plusieurs expérimentations, comme l'appel à certaines cliniques ou praticiens libéraux pour la délivrance des soins, art. 2 de la loi de 1987, Tribunal des conflits, 11 juin 2012, Rec. numéro C3849, Société du MES, AJ pénal, 2012, numéro 9, page 496. Par la suite, la loi numéro 94/43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est intervenue afin de séparer les missions de surveillance et de soins. Ce texte est souvent présenté comme une avancée majeure dans la prise en charge sanitaire des détenus. Il est incontestable qu'en faisant entrer l'hôpital en détention, l'offre de soins s'est considérablement étoffée et que les détenus peuvent désormais bénéficier de droits supplémentaires. Cependant, en procédant de la sorte, le législateur n'a pas forcément anticipé toutes les conséquences théoriques et pratiques qu'impliquait l'application intégrale du Code de la santé publique, dans un lieu traditionnellement réglementé par la partie décrétale du Code de procédure pénale. Outre les difficultés causées par la confrontation de normes de valeurs juridiques différentes, l'entrée de l'hôpital en détention a été à l'origine d'une fragmentation du statut du détenu, doublée d'un choc des cultures et des pratiques professionnelles entre les soignants et les surveillants. Faire entrer l'hôpital en détention a obligé à réfléchir aux questions du secret, du consentement aux soins, du stockage en cellules de certains médicaments, du partage d'informations, du signalement, de la dignité, de la sexualité, de la prévention. Toutes ces questions se posaient bien évidemment depuis longtemps dans les prisons, mais elles ont connu une nouvelle approche avec la confrontation entre deux manières d'appréhender l'usager, ses actes et ses besoins. Quelques exemples suffisent à illustrer ce point: le suicide, l'usage de drogue, le tatouage, l'automutilation, la violence, la maladie mentale. À chaque fois, il faut parvenir à concilier des approches différentes et pour cela édicter de nouvelles normes juridiques. De la même manière, transporter un détenu vers un lieu de soins a obligé les deux institutions à s'organiser et à définir des modes de fonctionnement compatibles. Ont ainsi été organisées des structures d'accueil spécialisées, chambres sécurisées, UHSI et UHSA, pour lesquelles il a fallu se mettre d'accord sur les modalités de transport de surveillance et de financement. Avant même de prendre en considération des droits individuels de chaque patient, les textes et conventions locales ont cherché à prévoir les différents cas de figure, depuis le risque d'évasion ou de prise d'otage jusque l'incident médical nécessitant un recul du personnel de surveillance ou une atténuation des moyens de contrainte. Face à la grande diversité des lieux d'accueil, des pathologies, des profils de détenus, divers incidents et incompréhensions entre les équipes ont obligé le législateur à intervenir. L'inscription des questions de santé dans la loi de 2009, le détenu impatient sous écrou. La loi pénitentiaire numéro 2009-1436 du 24 novembre 2009 est sur ce point la parfaite illustration de la réaction du Parlement face à une série de demandes contradictoires. Cette seconde loi pénitentiaire est en effet une norme juridique agglomérant des articles sans véritable ligne directrice. Ce texte est le fruit d'échanges entre l'exécutif et les deux chambres qui, par une série d'amendements plus ou moins bien rédigés,
est venu dresser un bilan des droits du détenu en matière de soins et adapter le Code de la santé publique aux contraintes pénitentiaires. Ainsi, la section 7 de la santé de la loi de 2009 commence-t-elle par rappeler à l'article 45 que l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des 3e et 4e alinéas de l'article L651-5 du Code de la santé publique. En soi, cet article est symptomatique des dysfonctionnements passés et d'une revendication très forte de la part des soignants et des patients. La maladie, les modalités de délivrance des soins, les symptômes et les contre-indications n'ont pas à être portés à la connaissance du personnel pénitentiaire et indirectement au juge de l'application des peines. Le législateur, en employant le verbe « respecte », impose une obligation de résultat à la charge de l'administration pénitentiaire et cherche à offrir de meilleures conditions de travail aux soignants. En procédant de la sorte, le patient détenu disposerait de la possibilité de poursuivre l'administration pénitentiaire pour ne pas être parvenu à garantir le secret médical. Cette obligation existait préalablement à son inscription dans la loi de 2009. Ce rappel peut donc sembler inutile. Il est cependant caractéristique d'une dérive de notre droit. Le législateur édicte une norme ambiguë fragilisant ainsi le secret médical et professionnel pourtant théoriquement opposable à tous, sans distinction, sans qu'il soit besoin de préciser qu'il l'est aussi à l'administration pénitentiaire. S'il ne se concluait pas par une référence à l'article L6141-5 du Code de la santé publique, cet article serait soit inutile soit incomplet, car pour être justifiable il aurait au minimum fallu prévoir une sanction particulière en cas d'atteinte au secret par l'administration pénitentiaire. Comment peut-on interpréter cet article ? Impose-t-il de revoir l'ensemble des procédures d'accueil des patients, la formation des surveillants et l'organisation des locaux ? Réaffirmer de la sorte un principe traditionnel du droit de la santé est certes un moyen de fixer des limites au personnel de surveillance, mais également de rappeler aux soignants que le détenu n'est pas un patient ordinaire. En effet, l'article L6141-5 est inscrit dans la partie relative à l'organisation des établissements publics de santé, AR. 6141-1 et suivant. Il précise dans son premier alinéa qu'un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté, et que par conséquent il n'est pas possible pour un détenu de choisir son lieu d'hospitalisation et que la liberté de choix du médecin n'existe pas en détention. En dehors du cas de la maladie mentale aiguë, la seule liberté pour un détenu consiste à pouvoir refuser le soin. De leur côté, les personnels soignants, qui doivent pouvoir exiger le respect du secret médical, dans l'intérêt du patient et du soin, sont dans l'obligation légale d'informer l'administration pénitentiaire de certains faits. Les alinéas 3 et 4 disposent que, dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection. Les mêmes obligations sont applicables au personnel soignant intervenant au sein des établissements pénitentiaires. Le renvoi à ces deux alinéas dans l'article 45 de la loi de 2009 est un moyen pour le législateur de rappeler que le directeur de l'établissement pénitentiaire peut exiger que lui soient transmises certaines informations concernant le détenu usager dont il a la charge, mais qu'il ne peut prétendre avoir accès à une information médicale. Par ces deux alinéas, le législateur traduit par écrit toute la complexité du statut du détenu, à la fois patient et écroué. Lorsqu'elle n'a aucun problème de santé, une personne incarcérée dispose de 3 catégories de droits dont l'importance et le contenu ne cessent d'évoluer avec la constitutionnalisation et l'internationalisation du droit administratif. Chaque détenu usagé dispose ainsi de droits liés à son statut de personne humaine, dignité, intégrité, droit à la vie et à la santé, de droits de citoyen justiciable, liberté d'expression, de conscience, et de droits en qualité d'usager du service public, égalité, mutabilité, accessibilité.
Le fait qu'il soit en plus usager du service public de la justice vient un peu compliquer la donne en créant une distinction entre les prévenus et les condamnés. Lieu d'incarcération, aménagement de peine, visite, liberté de communication. Lorsqu'il souhaite rencontrer un médecin ou que son état nécessite des soins voire une prise en charge sanitaire en dehors de la prison, le détenu change légèrement de statut puisqu'il devient plus patient et qu'à ce titre, il doit pouvoir bénéficier le plus possible des garanties offertes par le Code de la santé publique. Comme l'a récemment rappelé le tribunal des conflits, le patient détenu n'est pas un patient de droit commun, TC 11 juin 2012, REC numéro C3849, Société du MES précité. Dans cette affaire, un détenu a été victime en 1997 d'un arrêt cardio-respiratoire suivi d'un coma anoxique. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, les médecins intervenant pour le compte d'une société privée dans l'établissement ont été reconnus coupables d'avoir administré un traitement à l'origine directe de l'accident. Saisi suite à une décision de la Cour administrative de Lyon qui s'estimait incompétente pour allouer des indemnités, le tribunal des conflits devait désigner la juridiction compétente pour régler les litiges en responsabilité faisant intervenir des personnes privées en détention, en particulier dans les établissements à gestion mixte ou gestion déléguée. Il a estimé que, eu égard tant à la nature particulière que revêtait cette mission de service public administratif qu'aux conditions dans lesquelles elle était alors assurée, le détenu auquel des soins étaient dispensés dans le cadre qui était ainsi défini se trouvait, à l'égard de la personne, même de droit privé, chargée de cette mission, dans une relation de droit public. Cette relation de droit public explique que les droits du patient détenu ne sont pas exactement ceux d'un patient ordinaire, mais n'autorise pas pour autant l'administration à y porter atteinte plus que nécessaire. Au contraire, la prise en charge sanitaire de la population pénale constitue une obligation de service public qu'il importe d'organiser sur l'ensemble du territoire. 3. La santé en détention, une mission de service public complexe. L'alinéa 1er de l'article 46 de la loi pénitentiaire de 2009 dispose que la prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12 degré de l'article 6112-1 du Code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. Le législateur a longtemps cherché la meilleure formule pour fixer les obligations à la charge des établissements hospitaliers. Devait-on, comme en 1994, créer une discrimination positive à l'encontre des détenus et leur garantir plus de droits qu'aux patients à l'extérieur? Comment prévenir toutes les illégalités liées aux disparités territoriales? L'offre de soins n'est pas la même sur l'ensemble du territoire. Il existe par exemple des déserts médicaux. Il fallait donc trouver la meilleure formule. Celle qui a finalement été retenue affirme que la qualité... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.